Bonjour, donc je suis Adrien Bitan, je vis à Toulouse depuis une vingtaine d'années. J'étais avant en région parisienne et je suis marié, j'ai une fille de 26 ans. J'ai été par le passé cadre administratif dans une entreprise et assez rapidement, j'ai commencé la musique à l'âge de 18 ans et je voulais devenir musicien. Et à force de travailler et de m'accrocher, eh bien, je suis devenu musicien et prof de musique. Et j'ai abordé donc la musique classique. J'étais musicien d'orchestre. J'ai fait du jazz. J'ai fait de la variété. J'ai fait beaucoup de choses en musique. Et en tant que professeur, ça m'a apporté la pédagogie. Bon, prof de musique, j'étais prof de percussion. Donc c'était des cours individuels et prof de jazz puisque je suis diplômé d'État de prof de jazz. Et donc là, c'était des cours collectifs. Ça m'a appris la pédagogie, l'observation et puis l'envie d'aider les autres, bien sûr. Et ensuite, la musique a été vraiment mon développement personnel durant toute ma vie. Et ça m'a apporté beaucoup parce que je montais sur scène, j'ai eu beaucoup d'amis, le relationnel. Et je dirais que la musique, aujourd'hui, on sait que de toute façon, la musique apporte des facultés supplémentaires au niveau du cerveau, mais au-delà de ça, ça demande une persévérance pour apprendre un morceau, être capable de le jouer, ensuite avec partition, ensuite par cœur, ensuite devant des gens, etc. Et c'est vraiment, je dirais même un développement personnel et aussi une thérapie. C'est donc avant de découvrir tout ça, c'est-à-dire le développement personnel, la thérapie, bon, la musique a été une bonne introduction pour moi. Et j'ai découvert le développement personnel il y a une quinzaine d'années pour euh, euh, pour résoudre mes difficultés, pour mieux communiquer mes relations de couple, comme un peu tout le monde au cours de la vie. Et ensuite, donc ça a été la PNL. La PNL, programmation neurolinguistique, qui permet de travailler sur soi et sur la relation aux autres. Et c'est une cousine de l'hypnose en fait. Et donc j'ai enchaîné sur l'hypnose et là j'ai découvert un merveilleux, un magnifique outil de mieux-être et de changement. En parallèle, j'ai toujours fait du yoga, beaucoup de yoga. J'ai découvert le qigong et puis récemment, depuis 3 ans, je fais un art martial zen qui est coréen, qui est peu connu, mais il s'appelle le Son Mudo. Et là, j'ai vraiment trouvé, grâce à ça, un équilibre du corps et de l'esprit. J'ai commencé l'hypnose avec Kevin Finel à l'Arche. L'Arche-Hypnose, c'est le plus gros institut en France et même en Europe. Et Kevin Finel est quelqu'un de fascinant. Et c'est ce qui m'a poussé, et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un potentiel incroyable de développement personnel. Et petit à petit, autant la PNL, je l'ai faite pour moi-même, et avec l'hypnose, Kevin Finel nous donnait vraiment l'idée d'aider les autres. D'ailleurs, un jour, il nous a dit, parmi vous, il y en a qui vont écrire des bouquins, il y en a qui vont faire ceci, et nous, on tombait les nues. Mais il avait raison, parce qu'aujourd'hui, c'est le cas. Et, euh, et donc, une fois que j'ai découvert l'hypnose, moi, je suis comme ça, quand je fais une chose, la musique, je suis allé à fond. La PNL, je suis allé à fond, je suis devenu maître praticien. Et l'hypnose, j'ai fait 2 fois tout le parcours de l'Arche, et je suis devenu maître praticien. Et ensuite, j'ai eu besoin d'outils pour mieux gérer mes émotions, les émotions des personnes en fait, parce que j'ai commencé à accompagner des personnes et là, des fois, il y a des émotions fortes. D'abord, c'est avant tout de l'observation. Il y a plein de signes inconscients
qu'on observe chez une personne. Quand elle nous suit, la tête hoche. On sait si la personne nous suit. Quand la personne est un peu dans une anxiété ou une nervosité, on va dire, on voit que ses mains, elles vont faire ça, par exemple. Mais elles sont devant, la personne ne s'en rend pas compte. Donc ça, c'est des signes. On va observer. Et on a, par exemple, un petit acronyme que je vais vous donner qui va vous faire comprendre comment on peut faire. D'abord, c'est SRAC. Alors, on va suivre la personne, on va rentrer dans son mode de communication et de fonctionnement. Le R, c'est qu'on va la rejoindre. Ensuite, on va l'accompagner. Et alors, le C, c'est qu'on va la conduire, on va la guider là où elle veut. Parce que au départ, on la suit, on la rejoint, mais elle est sur toujours son chemin, mais c'est ce qu'elle veut plus, en fait. Et là, une fois qu'on a compris comment elle fonctionnait, on peut la conduire vers le chemin qu'elle souhaite prendre. Oui, ce qu'on observe surtout, en fait, c'est pas, ça nous intéresse pas tellement de savoir ce qui s'est passé, les détails, etc. Même si, on en tient compte, bien sûr. Mais ce qui nous intéresse, c'est le processus. C'est-à-dire, le mal-être peut arriver par le corps, par des comportements, des sensations. Il peut arriver par le cœur, c'est-à-dire des émotions, et il peut arriver par l'esprit, c'est-à-dire pensée obsédante, rumination, etc., croyances. Et là, on va observer comment ça passe d'un niveau à l'autre. Et ensuite, le mieux-être, il peut passer aussi d'un côté à l'autre. Euh, donc, on va, une fois qu'on a observé comment fonctionne la personne, eh bien, on va s'adapter et puis on va contacter son inconscient avec l'hypnose. Parce que créer l'état d'hypnose, c'est quelque chose de vraiment simple quand on a l'habitude et quand on sait le faire. Et la personne va trouver son niveau, son rythme et sa profondeur et sa façon de rentrer en hypnose. On va l'accompagner. Et ensuite, on est en contact avec son inconscient. Au départ, je vais développer après, mais une fois qu'on est avec son inconscient, on peut le guider vers là où elle souhaite aller. Pour ma part, je reçois beaucoup de personnes qui ont un excès de stress, de l'anxiété, euh, parfois des crises de panique, des émotions fortes qu'elles n'arrivent pas à gérer. Et donc, c'est une grande partie de mon travail. C'est pour ça que j'ai développé des outils. J'utilise par exemple la cohérence cardiaque pour leur apporter un outil qui diminue le stress de façon profonde. Après, je reçois des personnes qui ont des traumatismes. Ça peut être des traumatismes récents ou plus anciens. Il y a des traumatismes de l'enfance. Il y a différents traumatismes, des phobies aussi, et aussi des addictions. Alors, addictions de toutes sortes, c'est des addictions au tabac, à la drogue, au jeu d'argent, etc. C'est des dépendances diverses, alimentation, le sucre, etc. Ensuite, il y a une bonne partie des personnes que je reçois qui ont un manque de confiance. En fait, c'est ce qu'ils disent. Je manque de confiance en moi. Mais en fait, le travail se fait au niveau de l'estime de soi. L'estime de soi qui comprend la confiance, mais il y a aussi l'affirmation de soi, l'image de soi, etc. Je reçois aussi des adolescents qui ont du mal-être ou du harcèlement, des choses comme ça. En général, avec les adolescents, ça prend 3 séances et très souvent, les problèmes sont résolus. Il y a des problèmes de sommeil, des troubles somatiques, des symptômes physiques et aussi une bonne partie de mon travail que j'aime beaucoup faire, c'est de travailler sur les blessures de l'enfance, guérir les blessures du passé. Et ça, c'est vraiment une façon de travailler. J'ai un outil, disons que j'ai synthétisé plusieurs outils. J'ai un outil qui porte un nom assez frappant. C'est
En anglais, c'est Matrix Reimprinting. Ça veut dire, c'est pas le film Matrix, ça n'a rien à voir, parce que Matrix en anglais veut dire la matrice. Donc, réempreinte de la matrice. C'est-à-dire, et il y a des outils équivalents qui s'appellent, par exemple, des scénarios réparateurs. On peut vraiment revivre les choses d'une autre façon et réparer, comme mettre une nouvelle couche de peinture. Pour l'inconscient, le fait d'imaginer quelque chose de différent, que les choses se sont passées différemment, eh ben, ça va éliminer les traumatismes. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la personne elle-même qui va aider l'enfant qu'elle était. Alors, le MDR a été créé pour gérer les émotions fortes et surtout les traumatismes. Euh, En fait, nous avons un système naturel de traitement de l'information qui est comme le traitement du corps où on cicatrise, les os se ressoudent. On a un traitement adaptatif de l'information. Et ce traitement naturel, c'est pendant le sommeil paradoxal, on a les yeux qui vont de droite à gauche. Alors, on le sait ou on le sait pas, mais c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. Et tout à fait par hasard, Francine Shapiro, qui a créé le MDR, elle a vécu ça tout en étant éveillée. Elle a eu pendant qu'elle était dans un traumatisme, ses yeux ont bougé de droite à gauche. Donc, elle a créé cette méthode et on va recueillir certaines informations d'un moment, d'une scène précise, une scène très forte pour la personne et très désagréable. Et on va lui faire revivre par des séquences de 30 secondes, entrecoupées par des séquences euh, plus relaxées, où elle va pouvoir souffler. Et après, on repart de là où elle est, on lui fait revivre, on peut faire le film plusieurs fois, et à chaque fois, le film va se changer, et à la fin, on va passer à une reprogrammation. Alors, la thérapie brève, j'ai été formé avec Guillaume Poupard, qui est un docteur en psychopathologie, qui a créé ce qu'il appelle l'entretien solutionniste expérientiel. Et c'est un entretien qui permet de faire vivre à la personne le, le changement au présent et dans son corps. C'est comme, alors on passe par ce qu'on appelle la question miracle. Alors moi, il y a une première partie où on pose un certain nombre de questions sur la problématique. On scrute comment se crée le problème à tous les niveaux. C'est un travail avec le conscient, mais ça fait avancer les choses. Ça fait avancer et ensuite, moi, j'utilise l'hypnose dans la deuxième partie pour faire vivre à la personne son changement comme s'il était déjà là. Il y a une sorte de petite mise en scène, bien sûr, mais l'hypnose va permettre à la personne de dire, ah, tiens, c'est fini. Comment je me sens? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Et lui faire vivre, même avec ses gestes, etc. Et on crée une nouvelle réalité comme ça, d'un bloc. Et la thérapie brève, ça permet vraiment de créer. Alors moi, par exemple, j'ai une dame qui avait la peur de vomir en voiture depuis 10 ou 12 ans. Une séance avec cet entretien, c'était terminé. Ah, c'est un exemple, mais ça peut être des changements très rapides. Et c'est pour ça que je me suis formé en thérapie brève, parce que en complément de l'hypnose, en complément de l'EMDR, je dirais que c'est mes trois outils phares. Ça permet des changements efficaces et rapides. Alors, la communication non violente, je me suis formé un petit peu grâce à des stages, mais pas de façon longue.
Parce que, en fait, j'ai un ami qui s'est spécialisé dans la CNV, communication non violente. Euh, ça a duré 5 ans quand même. Et moi, c'est pas mon outil principal. Mais par des petits stages et des lectures, il y a des vidéos aussi de Marshall Rosenberg qui l'a créé. Eh bien, je- en fait, au début, je m'en servais pas. Et petit à petit, j'ai commencé à m'en servir de plus en plus. Parce que c'est un outil pour mieux communiquer avec les autres, apprendre à exprimer ses besoins, ses émotions, ses besoins, et faire une demande à l'autre pour que les choses changent. Et mais de façon le plus souvent, je l'utilise en fait pour une meilleure communication avec soi-même. Et c'est ça la puissance de cet outil, apprendre à mieux communiquer avec soi-même, se faire une demande, être capable de dire, voilà, je ressens ça dans telle situation, j'ai besoin de ça, et je me demande à moi-même quelque chose. C'est-à-dire que je vais mettre en place quelque chose pour changer. Et c'est vraiment un outil très intéressant pour la communication avec soi-même. Et des fois, il y a des personnes qui ont des problèmes de couple, par exemple, et là, c'est la communication avec les autres. Et là est toute la question, c'est quel outil j'utilise? Encore une fois, c'est l'observation, c'est de déterminer le besoin de la personne. Parfois, je leur demande, qu'est-ce que vous attendez de moi? En fait, je la pose pas comme ça, la question, mais j'essaye de savoir s'ils ont un outil en se disant, je viens voir ce monsieur pour faire de l'hypnose. Bon, souvent, les gens me disent, je viens vous voir parce que vous avez plusieurs outils. Soit ils se mettent entre mes mains, ils me disent, c'est vous qui savez, soit moi je suis venu pour faire de l'EMDR. Mais des fois, c'est pas le MDR qui va être le bon outil. Et donc, cette combinaison d'outils me donne une souplesse. Et le, donc moi, je fais confiance aux personnes euh, du, pour nous, la personne a les ressources pour changer. Donc, je lui fais confiance. Et en même temps, je me fais confiance, c'est-à-dire, je, en fait, j'écoute mon intuition, mon inconscient me guide. Et quand j'ai une idée, tiens, bah, j'y vais. En fait, c'est de se faire confiance. C'est juste que notre inconscient, il est très rapide. C'est un quart de seconde. Vous savez, on dit réagir au quart de tour, et c'est même moins que ça. Et donc, être capable de, tac, à ce moment-là, tiens, je vais prendre le bras de la personne, je vais lui proposer d'imaginer une porte qui s'ouvre ou un portail qui se ferme, de la faire rentrer dans l'imaginaire. C'est à ce moment-là. Et l'hypnose, je reviens un petit peu parce que je suis passé un peu vite sur l'hypnose, l'hypnose peut se faire à n'importe quel moment. En fait, il y a un cadre on dit d'abord on travaille avec le conscient, puis avec l'inconscient, mais pour certaines personnes, c'est tout de suite. C'est fermer les yeux, mais c'est rare que je demande de fermer les yeux. En fait, je fais en sorte que les gens ferment les yeux eux-mêmes, la plupart du temps. Je les fais passer de l'extérieur, je leur fais prendre conscience de leur environnement extérieur, et petit à petit, je les amène à fermer les yeux et à se tourner vers l'intérieur. Et je les accompagne dans tout ça. Et une fois que je vois qu'elle est tournée vers l'intérieur, bien sûr, c'est important d'approfondir cet état pour qu'il soit bien installé. Et ensuite, on travaille. Mais ce que je veux dire, c'est que les outils, c'est vraiment l'intuition. Le public, c'est des hommes, des femmes, des adolescents, parfois des enfants. Moi, sur mon site, j'ai mis à partir de 10 ans, mais ça m'arrive d'accepter des enfants de 8 ans, et ça, quand ils ont moins de 10 ans, en présence de leurs parents, de leur père ou de leur mère. Ils sont là.
Parfois, je les mets un peu de côté en disant, ton papa ou ta maman n'est pas là, n'est-ce pas? Alors qu'elle est là. Et il y a un petit jeu avec les enfants, c'est différent, on est plus ludique, etc. Avec les ados, des fois, on utilise la même hypnose, mais des fois, c'est différent. Euh, Hommes et femmes jusqu'à 70-80 ans, voilà. Euh, et donc, pour les résultats, on a très souvent diminution du stress, amélioration de la confiance en soi. J'ai souvent des peurs de conduire aussi ou de prendre l'avion. Ça, en quelques séances, ça se résout. Pour l'avion, je dis aux gens, venez faire une séance déjà, on va diminuer, on va travailler dessus, et ensuite, venez faire une séance quelques jours avant le départ, le décollage. Et je leur fais imaginer, je pensais à une jeune, là, elle aimait dessiner. Ok, je l'ai fait vivre une séance d'hypnose en train de prendre l'avion où elle dessinait pendant tout le voyage. Et c'est ce qu'elle a fait, et puis ça s'est super bien passé, même des voyages très longs, hein. Euh, le sommeil peut être résolu aussi assez rapidement. J'ai une dame de 70 ans qui est venue, elle avait des douleurs la nuit. Je prends juste un peu de temps pour vous parler de ce cas. Ça fait un moment. Elle avait des douleurs la nuit, mais c'était normal parce qu'elle avait eu une opération du dos, une opération des pieds. Donc elle avait mal à ces deux endroits. Et elle avait pris l'habitude, donc ça l'a réveillée. Elle avait pris l'habitude. Et en se réveillant, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle ouvrait son frigo. Et donc elle avait pris l'habitude de manger. Donc on a travaillé sur les douleurs. On a travaillé aussi sur trouver d'autres choses à faire quand elle se réveille. Eh ben, elle est allée voir son médecin, qui est dans mon village d'ailleurs, et elle lui a dit, enlevez-moi les antidouleurs. Et donc, le médecin lui a dit, bah, elle lui a expliqué qu'elle était venue me voir. Son médecin lui a demandé des cartes de visite. Et voilà. Donc, il a fallu quelques séances. Cette dame, elle a quand même eu le courage et la volonté de venir 4, 5 fois. Euh, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Des problèmes de communication, des problèmes euh, de blessures de l'enfance, comme je l'ai dit. On va, en fait, quand il y a très souvent, le stress ou des addictions, des choses comme ça peut venir de loin. En fait, ça peut venir d'un déséquilibre familial, de choses comme ça. Bon. Et ça, on le sent assez vite. Et les gens, ils viennent pour ça, mais ils sont peut-être pas prêts tout de suite à aller dans le passé. On prend le temps. Il y a des femmes qui me disent qu'elles ont été incestées ou violées. Des fois, c'est à la première séance, mais des fois, elles ont besoin d'un peu de temps. Bon, mais on va pas rentrer tout de suite là-dedans. Il faut que la relation de confiance soit bien installée, que la personne se sente en confiance. Et quand il y a ce genre de choses à traiter du passé, il y a un plan de traitement en fait. C'est un plan de traitement des traumatismes complexes parce que les traumatismes peuvent être étalés, répétés, etc. et datés de l'enfance. D'ailleurs, on appelle ça des traumatismes du développement. Hein, ça vraiment, ça atteint le système nerveux et, et, euh, et donc on va travailler avant d'aller dans le passé, on va d'abord travailler dans le présent. Le présent, c'est-à-dire diminuer les symptômes gênants de stress, par exemple, et augmenter les ressources de la personne, lui amener de la confiance, etc., pour qu'elle se sente un peu plus forte, pour affronter, parce que il faut quand même, il faut pouvoir affronter, hein, ça peut être difficile. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai le MDR, j'ai aussi le FT, on n'en a pas parlé, mais c'est une autre façon, un autre outil pour gérer les émotions et les traumatismes. Et donc, on fait le présent, une fois qu'une, deux, trois séances, mais c'est assez rapide. Et ensuite, quand la personne est prête, on va dans le passé,
on utilise des techniques pour revivre les choses autrement, pour que la personne s'aide elle-même, réponde à ses besoins de l'enfant. On peut vraiment faire des choses incroyables, comme ce qu'on appelle du reparentage, réempreinte de la matrice, etc. J'en ai parlé. Et ensuite, la personne se sent mieux. Et là, on a fait présent, on a fait passé, on va dans le futur. Parce qu'en hypnose, on peut voyager dans le temps. C'est ça qui est extraordinaire. Ah oui, je n'ai pas parlé, mais je fais aussi pas mal de séances debout, ou une partie de séance, où la personne, elle va être attirée par son double parce que elle veut devenir cette personne. Donc, aller dans le futur, c'est se voir avec des ressources, et puis faire en sorte que le double du futur nous transmette ces ressources. Et parce que l'inconscient ne fait pas la différence entre le passé, le présent, le futur. Et d'ailleurs, quand des personnes, à force de ruminer des choses du passé ou des choses du futur, des choses négatives, ils vont avoir les symptômes qui correspondent, comme si la chose était là. Et donc, à l'inverse, nous, on va utiliser ça pour passer du présent dans une même séance aussi. Ça m'est arrivé récemment. J'ai fait voyager la personne dans le passé, travailler sur le passé, le présent et puis le futur. Et maintenant, c'était le double du futur qui lui donnait ses ressources. Vous voyez? Donc, il y a plein de façons de travailler. Et ce que je voulais dire aussi, c'est très important, c'est que chaque séance est différente. Ça fait 10 ans que je fais ça. J'ai jamais fait 2 séances pareilles. Alors, la durée d'un traitement, ça peut être parfois une seule séance. Des fois, je dis, voyez ce qui se passe, et puis s'il y a besoin, vous me rappelez. Mais c'est pas souvent. On voit qu'il y a un travail suivi à faire qui est euh, qui est pas très long. C'est moins de 10 séances la plupart du temps. J'ai eu des gens qui ont fait plus. Et c'est pour ça que j'ai mis en place des parcours qui vont être choisis à partir de la deuxième séance. Parce que je fais une séance, déjà il faut que la personne ait envie de revenir. C'est la moindre des choses. Quand elle revient, elle peut rester à la séance ou alors choisir un parcours de 3 séances, 5 séances ou 7 séances. Tout ça, je l'ai mis en place au fur et à mesure. Par exemple, le parcours de cette séance, je l'ai créé cette année. J'ai déjà plusieurs personnes qui l'ont fait. Et c'est un parcours plus de développement personnel. Je l'ai appelé d'ailleurs devenir le meilleur de soi-même. Euh, et donc, on regarde ensemble euh, ce dont elle a besoin. Si la personne ne sait pas, je vais l'aider. Je vais lui dire, bah, faites un parcours de 3 séances, puis vous verrez, vous pouvez en refaire un. Le suivi. Ce qu'on appelle un suivi, alors, par exemple, le suivi le plus important que je propose, là, j'ai fait une séance pour la marijuana et le tabac. Mais c'était surtout la marijuana. Mais pour le tabac, par exemple, j'envoie vraiment ce que j'appelle un pack anti-tabac. J'envoie tout un dossier, des guidages audio d'auto-hypnose, un dossier à lire, une interview d'un docteur et beaucoup d'autres documents. Et ça, pour le tabac, je propose 2 séances pour pouvoir revoir la personne, voir où elle en est, et j'envoie tout ça en soutien pour assurer la réussite. Mais plus généralement, le suivi, nous on appelle ça des tâches thérapeutiques. Ça veut dire que on va donner des choses à faire au conscient. Avec l'hypnose, le changement va se faire à un niveau profond, sans que la personne ne s'en rende compte en fait. Mais pour complémenter, on va donner des tâches. Alors les tâches, ça peut être d'observer ce qui se passe. Ça peut être de la cohérence cardiaque, faire des séances 3 fois 5 minutes par jour. Ça peut être lire un livre. Ça peut être mettre en place une routine. Par exemple, je vais vous en donner une. Des affirmations positives. Mais moi, je préfère parler de croyances positives. La personne, on a travaillé sur les croyances, elle me dit, moi, je pense que j'ai pas droit au bonheur, je pense que je suis pas capable de ceci. Ok.
on va déterminer les croyances positives qu'elle voudrait euh, installer. Et une fois qu'on a travaillé avec ça, bien sûr, j'ai implanté ces croyances dans son inconscient, bien que j'aime pas ce terme-là. Plutôt, je lui ai fait répéter, et même on peut lui faire répéter à son enfant intérieur, parce que si on les installe, ces croyances, dès l'enfance, c'est très puissant. Ça, c'est une façon que j'ai trouvée. Ça veut dire que la personne fait répéter à l'enfant ses croyances et ensuite le fait grandir avec ça. Ça va changer beaucoup de choses. Et une fois qu'elle a choisi ses croyances positives, par exemple, j'ai droit au bonheur, je suis capable de réussir, je suis à la hauteur. Donc ça, c'était au niveau hypnose, ça va être implanté dans l'inconscient. Maintenant, je vais lui dire, bah, vous allez vous répéter ces phrases, ces croyances, matin et soir devant un miroir. Ah, ah bah oui. Mais ça marche. Pourquoi? Parce que la méthode Coué, Émile Coué, qui était un pharmacien un peu décrié, on dit oui, c'est la méthode Coué. Mais aux États-Unis, il est connu et reconnu. Il travaillait avec des centaines et des milliers de personnes d'un coup, en même temps. Et ça marche. Alors là, on travaille, comme je l'ai dit, aussi bien avec le conscient qu'avec l'inconscient. Les thérapies alternatives, l'hypnose fait partie des thérapies alternatives. Elles sont de plus en plus connues, reconnues, acceptées, utilisées par le public et par les professionnels de santé, les médecins, etc. C'est un bon complément à l'allopathie. OK? Euh, Moi, j'ai pas mal de gens. Alors après, les, j'ai même souvent des gens qui me disent, j'ai vu un psychologue, une psychologue, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de changement. Ça veut dire que c'est des personnes avec qui ça n'a pas marché, mais ça peut très bien marcher pour beaucoup de gens. Mais moi, je récupère des gens qui n'ont pas eu de résultats. Et ça veut dire qu'ils avaient besoin d'autre chose que de psychologues. Bon, mais je pense que donc il y a une évolution, mais en même temps, il faut qu'il y ait de la réglementation pour que les gens puissent faire confiance aux professionnels qui font de la thérapie alternative et pour éviter les dérives, tout simplement. Voilà. Il y en a beaucoup des mythes. Alors maintenant, on sait qu'avec les neurosciences, moi j'ai fait une formation de neurosciences pendant 10 mois avec 23 docteurs en neurosciences. C'est une formation qui est proposée par l'Arche euh, en visio, mais c'est vraiment des cours avec des docteurs. Donc c'est compliqué, mais j'en ai retiré des choses. Euh, et on sait aujourd'hui, depuis moins de 10 ans, que l'hypnose est un état naturel qu'on vit tous. C'est un état comme le sommeil, comme l'état de veille. On sait, avant, on n'était pas sûr, mais c'est un état naturel. Il y a aussi l'état méditatif, etc. Et les mythes, en fait, ça veut dire donc ça existe. Euh, Avec l'hypnose de spectacle, il y a eu beaucoup de mythes qui se sont créés. On dit on perd le contrôle, mais au contraire, nous on peut parler d'état d'hyperconscience. C'est un état où on a accès à ses ressources personnelles profondes. On parle aussi de manipulation. Oui, je dis la manipulation, c'est de la manipulation positive. Par exemple, un kiné, il vous manipule. Une maman, elle manipule son enfant, mais c'est de la manipulation positive et éthique, ok, en accord avec les valeurs de la personne. Ensuite, ça permet à la personne d'accéder à ses ressources personnelles et non pas de lui faire faire la poule ou quoi que ce soit. On lui permet, grâce à l'hypnose, d'accéder à ses ressources euh, et de rendre son inconscient, plutôt que de le laisser fonctionner avec des automatismes qui sont la plupart utiles, les habitudes, etc. Mais il y a parfois des mauvais automatismes, des mauvaises habitudes. C'est ça qu'on va corriger. Alors donc l'hypnose permet aussi
de dépasser ses peurs, ses limitations. Euh, et les résultats de l'hypnose, c'est un mieux-être pendant la séance. La plupart des gens, quand ils sortent de l'état d'hypnose, on leur demande comment vous vous sentez. Je suis relaxé. C'est le mot qui vient très très souvent. Non seulement un mieux-être après la séance ou pendant, et ensuite du changement et du mieux-être après les séances. Voilà. Ah, ça c'est intéressant parce que il en faut. Il en faut. Il faut déjà une formation sérieuse et continue. Voilà, c'est ce que je fais moi-même. Je vais encore à des séminaires. Je suis allé à un séminaire à Paris là, il y a pas longtemps. Je fais je me suis inscrit à une formation sur les traumatismes, etc. Je continue à me former en permanence. Il faut une éthique professionnelle, garantir un cadre sécurisé et confidentiel. Il faut être capable de rester ancré quand il y a des émotions fortes, que la personne se dise, oui, c'est bon, il y a quelqu'un qui est là, et être capable de gérer ces émotions fortes. Il faut être vraiment centré complètement sur la personne. Pour nous, la personne qui est devant nous, qu'on accompagne, pendant la séance, c'est la personne la plus importante du monde. Euh, il faut respecter le rythme de chacun. Voilà. Euh, et ajuster le travail en fonction de la personne, voir si elle est, comme je vous ai dit, juger de savoir si on travaille là-dessus. Des fois, la personne, on sent qu'elle n'est pas prête. OK, on lui laisse le temps. Euh, et puis, il faut être ouvert à son intuition, être à l'écoute et du non-verbal aussi. Voilà, c'est un ensemble de qualités. Bien sûr, il y en a une qui est fondamentale aussi. Comme disait mon formateur principal, donc Kevin Finel, l'hypnose, c'est pas de la thérapie, c'est avant tout de la communication. Et je dirais que c'est de la métacommunication. Méta, ça veut dire au-dessus. Ça veut dire je suis en même temps capable d'observer la personne et de m'auto-observer. Donc, il y a vraiment, alors l'observation et surtout une maîtrise quand même de la communication. Être capable d'avoir accès à ces images de façon fluide et à un langage qui est adapté le langage à la personne. Bien sûr, on va pas parler à un enfant comme à un ado, comme une dame de 50 ans, un monsieur qui est, bon, peu importe, mais il faut vraiment s'adapter. Il y a beaucoup d'instituts aujourd'hui. À Toulouse, par exemple, il y avait pas grand-chose encore il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, il y a des instituts, il y a PSINIAPS, il y a l'Arche, c'est des instituts connus et reconnus. Euh, donc, et il y a aussi certains instituts qu'il vaut mieux éviter. Euh, bon, donc il y en a de très bons, de moins bons, et c'est difficile de choisir. Il faut prendre le temps. Moi, j'ai des personnes qui viennent me voir, qui veulent se former à l'hypnose, on va en parler, mais qui ont mis 2 ans avant de se décider. Il faut prendre le temps de questionner, d'aller voir les personnes de ces instituts, les formateurs, le directeur, les rencontrer et se fier à son intuition. Et donc moi, j'ai créé ma propre formation en hypnose depuis 4 ou 5 ans. C'est une formation. Au départ, j'ai adressé aux accompagnants, thérapeutes. Et puis, je me suis aperçu, parce que j'ai eu des personnes, des profs ou des assistantes sociales que j'ai acceptées, je me suis dit, bah, même si on n'est pas accompagnant, il y a des gens qui vont être excellents en hypnose, plus ou moins doués, c'est comme pour la musique, en fait.
ou pour autre chose. Comme je suis musicien, je parle de musique. Euh, et donc, je l'ai ouvert à tout le monde. Mais avant d'accepter quelqu'un, je fais comme une petite interview par téléphone. Au moins, je discute avec la personne pour voir si elle est capable de maîtriser le langage et de pouvoir accompagner. Bon. Alors, ma formation, elle a de ça en spécifique, c'est que elle est en 3 week-ends. Elle est axée surtout sur la pratique. Et le travail se fait, l'apprentissage se fait de plusieurs façons. Il y a bien sûr les démonstrations que je fais. Ensuite, il y a les exercices collectifs que j'ai créés. On est en demi-cercle et chacun s'adresse à l'autre et chacun observe ce que disent les autres. Et en fait, c'est de l'intelligence collective. On apprend de cette façon-là. Et ensuite, il y a les mini-séances 2 à 2. On est d'une part praticien, d'autre part sujet. On change et on fait. Alors, il y a toutes ces façons d'apprendre qui font que, comme c'est en 3 week-ends, dès le premier week-end, à la fin du premier week-end, les gens, ils savent créer un état d'hypnose de plusieurs façons et ils vont commencer à faire des petites séances autour d'eux, dans leur famille par exemple, autour d'eux. Euh, et j'enseigne, je fais de la supervision en direct, c'est-à-dire que pendant les exercices, je vais pas boire un café, je suis là, quand il y a quelque chose à apporter, de façon discrète bien sûr, j'apporte une direction, un petit détail, une chose. Je suis là vraiment. C'est en petit groupe, il y a une quinzaine de personnes et j'apporte des techniques en fait que j'ai apprises tout au long de ma formation, c'est-à-dire sur 50 journées ou plus. Par exemple, travailler debout avec le corps, travailler sur le passé. Il y a des choses qu'on enseigne que tardivement dans les instituts, puisque pour être les instituts proposent 30 jours, 15 jours, 30 jours, etc. Alors que moi, c'est une formation rapide et je ne dis pas que elle est suffisante, mais elle est suffisante pour démarrer. Et puis, si la personne accroche, elle peut ensuite se former de façon plus longue. Qui me passionne. D'abord, aider les gens. Aider les gens à s'aider eux-mêmes. Ensuite, c'est un défi pour moi de les mettre sur un chemin de mieux-être. Parce que on ne sait jamais, on n'est pas des machines. Et on- d'ailleurs, toutes ces techniques dont on a parlé, nous, on sait en tant que praticien que tout ça, c'est pas la plus grosse partie. La plus grosse partie, c'est nous, la personne, c'est l'alliance thérapeutique. Euh, Ensuite, transmettre l'hypnose à travers ma formation et apprendre des autres par l'observation. L'observation sur l'humain, c'est tout ça qui me passionne dans ce travail. D'abord, l'ouverture de l'esprit, le non-jugement. Je prends les personnes telles qu'elles sont. Chacun est comme il est, avec ses valeurs, sa façon d'être, son milieu social, etc. Donc, on prend les gens comme ils sont. Bienveillance, adaptation, humilité. Alors, l'humilité, c'est important. Pour nous, on dit que on doit être en position basse. Ça veut dire que je ne sais rien, en fait. Quand je vois une personne, je me dis, je ne sais rien d'elle. Et nous, on pense qu'on ne peut pas comprendre les autres. Déjà, se comprendre soi-même, c'est pas évident. Et je sais pas si c'est possible. Mais en tout cas, on n'a pas cette prétention de comprendre les autres. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais les gens, souvent, ils viennent, ils me disent, je veux comprendre
ce qui m'arrive, ou pourquoi. Je veux comprendre pourquoi j'ai ce problème. Je leur dis, bah, non, je leur dis pas comme ça, mais je leur dis, bah, allez faire une psychanalyse. Ça va durer 1 an, 5 ans, 10 ans, vous allez comprendre. Mais je sais pas si vous allez changer. Alors, si je vous donne le choix entre comprendre et changer, qu'est-ce que vous choisissez? Ben, en général, c'est changer. Bon, mais c'est intéressant de se comprendre. Mais nous, on n'a pas cette prétention parce qu'on ne connaît pas l'histoire de la personne. On ne sait pas. On n'est pas dans leur tête. C'est pour ça qu'on dit c'est eux qui nous guident. Bien sûr, j'ai dit que on les guidait, mais au départ, on les suit. Et donc, mes valeurs, je termine, hein, j'ai dit toutes les valeurs. Bien sûr, la compétence, l'intégrité, voilà pour terminer. La plupart de mes séances, c'est en cabinet. J'ai mon cabinet à domicile. J'ai cette chance. Euh, et depuis le Covid, 3 jours après le début du confinement, j'ai commencé les séances en visio. Et pendant le Covid, j'en ai fait au moins une centaine de séances. Donc j'ai gardé la visio de façon ponctuelle. J'ai une dame qui est en Guyane là actuellement, elle a fait 5 séances. Et j'ai eu des gens en Italie, en Pologne. Ça m'a ouvert vraiment. Alors maintenant, c'est plus rare. Mais quand des gens ne peuvent pas se déplacer ou quoi, on peut faire de la visio. Et ce qui est étonnant avec la visio, c'est qu'on a les mêmes résultats qu'en cabinet. Ça paraît incroyable. J'ai eu des arrêts du tabac en une séance, en visio, en cabinet aussi, hein. J'ai même eu des arrêts de la cocaïne en une séance. Ça, c'était en cabinet. Donc, mais quand on est en présentiel, évidemment, je peux pas dire je vais prendre votre bras, mais si je suis en visio, je vais dire bah, soulevez votre bras. Je dis à la personne mettez-vous de telle sorte que je vois vos mains, vos bras. Et ensuite, je dis, bah, mettez le bras comme ça, ou tournez-le vers vous. OK. Mais il va manquer la dimension tactile, mais ça marche quand même. Pour me contacter, mon site hypnose-eft-toulouse.com. Vous tapez mon nom et vous le trouvez facilement. Il y a un agenda, un calendrier qui va vous emmener sur une plateforme qui s'appelle Créneau Libre. Ben, je vais la citer hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Et avant j'étais sur une autre plateforme et maintenant je vais être sur Medocine de façon récente. J'étais sur psychologue.net, voilà. Et, euh, et donc il suffit d'aller sur mon site. Ensuite, on peut aussi me téléphoner. Sur mon site, il y a le téléphone. On peut m'écrire par mail, c'est un peu plus rare, mais ça arrive. Et puis, bon, donc ça, c'est facile pour me contacter. J'accepte tous les modes de paiement et voilà.